Je suis contente d'être là. Ça fait plaisir d'être entourée là, de personnes qui ont les rêves comme point commun. C'est ça. Je suis Josiane, étudiante au doctorat en bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. J'ai coordonné un projet l'an passé sur la sociabilité du sommeil et je suis présentement, comme Sophie l'a dit, bénévole pour une série de récits sur le sommeil qui va s'accompagner d'un podcast sur les politiques qu'il va être possible de mettre en place pour mieux encadrer là, les enjeux liés au sommeil. J'ai tout récemment été panéliste à la Société canadienne du sommeil, puis je suis membre du réseau sommeil, puis de l'IASD, comme tout le monde qui est ici. Euh, D'abord, mon format, qui est partir de la fiction pour parler de la science, il est inspiré d'un cours donné par le professeur David Carl Johnson qui s'appelle Science-fiction et philosophie. Dès le départ, il choisit là, de décortiquer le film le plus connu sur les rêves, Inception. Il se pose des questions, comme est-ce que le personnage principal était dans un rêve depuis le début? Et puis, graduellement, il intègre des notions de plus en plus philosophiques pour se demander des questions plus compliquées, comme ben, si le personnage était dans un rêve depuis le début, qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que son histoire serait moins vraie? Est-ce que ça serait pas un peu comparable au fait qu'il soit déjà un personnage dans un film? J'ai repris son format que j'ai beaucoup aimé pour parler de Paprika et du censeur des rêves. C'est deux romans du japonais Yasutaka Tsutsui qui ont été adaptés à l'écran respectivement par Satoshi Kon en 2006 et par Léo Berne et Raphaël Rodriguez en 2021. Par curiosité, est-ce qu'il y en a qui ont vu un des trois films que j'ai nommés à date, là? Fait que j'ai nommé Inception, Paprika, puis Le censeur des rêves. Je vois des oui. Sûrement Inception. Si j'avais à miser, je pense que... OK. Ben moi, je vais aborder les peut-être un peu moins connus, Paprika et Le censeur des rêves, à travers ma discipline qui est l'éthique. L'éthique, c'est se demander s'il y a deux choix qui semblent être appropriés, mais pour des raisons différentes, comment je fais pour décider? Puis quand je vais passer à l'action, comment je peux optimiser les bénéfices de mon action et minimiser ses risques? C'est se demander aussi, est-ce que je suis mieux d'investir mes ressources, mes énergies, mon temps à résoudre des problèmes ici, maintenant, qui sont urgents, qui sont concrets, ou est-ce que je ne devrais pas plutôt tout le temps prévoir pour l'avenir? Donc, je ne vais pas vous montrer la bande-annonce parce qu'avec le partage d'écran, le son et les images ne se transmettent pas très bien. Mais je vais quand même faire play pendant quelques instants. Vu que je parle d'un film, je veux que vous voyez un peu. In the very near future, a group of brilliant scientists have created a machine that can control dreams. Donc, je passe tout de suite à la prochaine diapo parce que je ne veux pas non plus, si c'est désagréable, là, les images pour vous. Mais la première scène du film, en fait, elle annonce déjà un thème majeur, les frontières. Il y a un personnage qui se fait enfermer dans une cage au beau milieu d'une foule et les gens qui sont dans la foule tentent de passer leurs mains à travers les barreaux pour le toucher. Et tout au long de l'introduction, il y a plein de références comme ça aux frontières, que ce soit des lignes dessinées sur la route, que ce soit des envols entre le ciel et la terre ou des barrières qui sont érigées entre deux lieux, ou encore même des reflets dans des fenêtres ou dans des miroirs. Et dans son livre Big Dreams, que j'ai sur moi et qui est une recommandation d'Anthony qui va parler tantôt. Donc, merci Anthony de me l'avoir recommandé. Kelly Bulkeley identifie certains rêves qui sont présents à travers toutes les cultures du monde et le fait de se sentir envahi, comme sur l'image, ou de se sentir piégé ou enfermé, ça revient souvent. Et une théorie, c'est qu'on ferait ces rêves-là pour se préparer à une situation désagréable ou dangereuse dans la vraie vie, pour se pratiquer à trouver une solution qui pourrait nous servir à l'avenir pour s'adapter, pour survivre. Je mentionne aussi que les rêves où on est pourchassé, mais où on n'est plus capable de courir ou plus capable de crier sont du même acabit, surtout la partie où on se sent là, paralysé, qui va nous amener à ma prochaine diapositive, qui porte sur un rêve qui arrive moins souvent,
mais duquel on se rappelle généralement très, très bien au réveil. Et quelqu'un qui s'appelait Michel, tantôt, nous a partagé un de ses rêves de ce type-là. Fait que je suis très contente qu'on ait eu un vrai exemple vécu ici dans la salle Zoom. C'est les rêves où on tombe, où on se sent soumis à des forces gravitationnelles qui sont aussi présentes à travers les cultures du monde entier. Il y a une théorie qui repose sur le fait qu'à l'enfance, on fait l'expérience de la gravité en jouant. Les adultes nous soulèvent, nous lancent, nous soulèvent dans leurs bras tout le temps quand on est un bébé. On tombe d'un arbre, on se fait pousser d'une balançoire. C'est ça qui avait été raconté tantôt, c'est l'histoire de la balançoire. Comme quoi, ça serait le matériel source pour nos rêves de chute quand on commence à atteindre l'adolescence, puis pendant l'âge adulte. Normalement aussi, on ferait moins ce type de rêve de chute en vieillissant. Et justement, le rêve au début de Paprika se conclut par une chute qui réveille brusquement le personnage, puis je pense qu'on a tous vécu ça. Ici, alors, l'objet contre lequel on se bat, c'est littéralement les lois de la nature. C'est pas soi-même ou quelqu'un d'autre. Naturellement, il y a quelque chose en nous qui sait instinctivement d'emblée que tomber, ça fait mal et que c'est mieux de jamais tomber si possible. Mais outre la potentielle douleur, dans l'imaginaire collectif, comme le dit Berkeley dans son livre, on associe en haut c'est bien et en bas c'est mal, comme le paradis qui serait au ciel et l'enfer qui serait souterrain. Et le rêve au début de Paprika, il génère des émotions justement très négatives. Selon vous, est-ce qu'on a plus souvent des émotions positives ou négatives dans nos rêves? Vous pouvez mettre un pouce, mettons, en haut pour positive, en bas pour négative. Juste un peu. Ah, ah, en bas, je pense. C'est pas négatif, Eh c'est oui, pas bon. bravo, c'est vraiment plate, mais c'est les émotions négatives qui sont le plus souvent recensées dans les bases de données sur les rêves, comme la peur, l'effroi, la surprise, qui sont plus souvent rapportées par les rêveurs. En gros, le film Paprika, c'est l'histoire d'une équipe composée de techniciens et de médecins-chercheurs. Et Paprika, c'est l'identité secrète d'une des chercheuses. Donc, son équipe a mis au point un gadget qui rend possible de revisionner des rêves comme si c'était des films, en fait. On peut faire pause, on peut changer de scène, on peut reculer. Mais le gadget, c'est juste un prototype au stade de l'histoire, il n'est pas terminé. Et le but, quand il va être terminé, ça va être de le mettre en marché à des fins thérapeutiques pour donner la capacité aux gens d'entrer dans leurs rêves pendant leur vie éveillée, pour mieux comprendre leur personnalité et les choses qui les troublent, par exemple, avec possibilité de se faire accompagner par des thérapeutes certifiés à travers tout ça. Quand l'équipe revisionne les rêves de leurs patients participants, comme à l'écran, les rêves plus tôt dans le cycle ressemblent à des courts-métrages artistiques sans queue ni tête. Et les rêves dans le REM, Sophie vient de nous l'expliquer, sont plus longs, ressemblent plus à des histoires, sont plus faciles à comprendre. Une question que je me pose toujours, c'est est-ce que les artistes font beaucoup de recherches factuelles avant d'écrire leur fiction? Parce que si oui, je pourrais changer mon titre puis faire le contraire, partir de la science pour parler de fiction. Parce qu'en fait, la représentation des rêves dans le film, puis des diverses phases du sommeil, ça me semble vraiment représenter les écrits scientifiques de l'époque quand le roman original de Paprika était sorti. Euh, pour arriver là, au nœud du film, l'élément déclencheur, c'est que le gadget se fait voler, puis dedans, il y a encore 3 échantillons de rêves qui appartiennent à des patients. Et le risque éthique majeur, en plus de briser la confidentialité, de trahir le secret professionnel, ça serait que le voleur puisse s'introduire dans les esprits des 3 patients, puis les manipuler. Ou sinon, le voleur pourrait prendre les rêves des patients pour les implanter dans les esprits de personnes qui n'ont pas les mêmes troubles de santé qu'eux. Et là, ça sèmerait le chaos. Et le chaos, c'est exactement ce qui arrive dans le film. Il s'ensuit un débat, c'est la faute à qui ce qui est arrivé? Est-ce que c'est la faute aux médecins-chercheurs parce qu'ils n'ont pas donné l'ordre aux techniciens de mieux protéger les rêves qui sont très personnels et précieux? Est-ce que c'est le technicien qui n'a pas lui-même protégé les données? Est-ce que c'est la science en général qui veut tout le temps tout contrôler sans savoir quand s'arrêter? Là, tout le monde se défend.
C'est pas du contrôle, c'est une opportunité pour se reconnecter avec soi-même qu'on voulait offrir avec notre gadget. La liberté, la connaissance de soi, c'est tout le contraire du contrôle. Mais si l'éthique biomédicale m'a appris quelque chose, c'est que c'est rare qu'on obtient des conversations constructives en commençant par essayer de trouver qui est le coupable et pour le blâmer ou en forçant quelqu'un à rester silencieux dans sa honte. Et puis l'idée des frontières, elle revient encore une fois plus tard dans le film. L'équipe de chercheurs décide finalement de s'introduire chez la personne qui soupçonne d'avoir volé leur gadget. Ils se disent que oui, c'est illégal de s'introduire chez les gens, mais c'est encore pire de s'introduire dans leurs rêves. Alors on se sent justifié de faire tout ce qu'il faut pour récupérer notre gadget parce qu'on protège le public. Donc, ça montre un volet fondamental de l'éthique. Ce qui est légal n'est pas toujours la même chose que ce qui est éthique. Dans certains cas, en éthique, on va s'en remettre au mérite du raisonnement qui est derrière une action, même si elle est illégale, comme s'introduire chez quelqu'un, pour déterminer oui ou non elle était éthique sur le fond. Ici, les personnages, ils sacrifient clairement les droits du suspect en pensant que les droits d'un plus grand nombre de personnes valent plus la peine. Finalement, on apprend que la chercheuse qui a Paprika comme alter ego, elle cachait son identité parce qu'elle utilisait le gadget pour traiter des gens chez elle, sans le dire à personne. Donc, elle se justifiait encore une fois en disant, elle fait ça pour aider des personnes qui sinon y auraient eu honte d'aller consulter pour des troubles de santé mentale à l'hôpital. C'est très, très épineux au niveau éthique, puis on a vraiment de tout dans ce film-là. Il y a le code de déontologie des médecins-chercheurs qui est bafoué, l'éthique de la recherche et de la conduite responsable qui sont pas suivies. Il y a une bataille entre l'activisme de Paprika et le terrorisme du voleur. Il y a la gestion des données sensibles pour protéger les patients qui n'a pas été faite parce que chaque membre de l'équipe pensait que c'était la responsabilité de quelqu'un d'autre. On a aussi un calcul risque-bénéfice et le débat des biens et des technologies à double usage. Le concept du double usage, c'est, admettons qu'on peut aimer l'idée d'une thérapie qui associe des mauvais éléments de rêve, mettons, au tabagisme, dans le but positif, dans le fond, d'aider quelqu'un à arrêter de fumer. Mais si ça tombait entre les mains de quelqu'un là, qui commencerait à implanter des publicités dans nos rêves, puis utiliser nos rêves comme terrain de jeu, ça serait beaucoup moins rose. Puis un clin d'œil à ça dans le film, on voit Paprika qui est dans le générique, elle est dans une publicité de bière pour dire que c'est sa bière numéro un. Et ça fait parfaitement écho à Coors Light là, qui avait, pendant le Super Bowl, consulté une experte en rêve pour essayer de nous faire rêver à la bière cette nuit-là. Je continue avec tout ce qu'on peut trouver d'épineux au niveau éthique dans le film. Il y a la bienfaisance d'aider des gens qui vivent de la stigmatisation en santé mentale contre les choses tout à fait malfaisantes auxquelles elles pourraient s'exposer, par exemple, en s'embarquant là, dans la thérapie que Paprika offre chez elle. Donc, c'est un lieu inconnu, sans surveillance, où elle a beaucoup de contrôle, puis où la personne endormie est très vulnérable. Paprika pourrait les toucher de façon inappropriée pendant qu'ils dorment ou interpréter complètement à tort et à travers leurs rêves, puis les envoyer dans des mauvaises directions. Là, j'ai pas plus de temps pour le paprika, mais je voulais surtout que vous reteniez qu'il est possible de partir des conversations sur l'éthique, sur la science, sur les rêves à partir de l'art. Puis ici, c'est des romans, des films animés, puis à quel point ça peut être riche, même à partir de quelque chose qui est moins pris au sérieux des fois, d'entrer dans des conversations sérieuses en prenant ça comme point de départ. Mon deuxième exemple, c'est le censeur des rêves. Et là, la bande-annonce est son propre petit film en soi. Toutes les techniques possibles pour anonymiser le contenu ont été utilisées. Finalement, il reste rien de substance dans cette bande-annonce-là et on n'a aucune idée sur quoi le film va porter. Fait que c'est une anti-bande-annonce, dans le fond. Encore une fois, je vais faire play quelques secondes.
Fait que vous voyez, on n'entend rien, on voit rien, tout est bloqué et ça attire notre attention sur la thématique de la censure sous prétexte qu'ils veulent pas nous voler des punchs du film. Finalement, les réalisateurs ont censuré leur propre bande-annonce et on comprend plus rien finalement à partir de cette bande-annonce-là et on est très intrigués. Et dans le film, justement, il va y avoir un rêve qui va être censuré parce qu'il contient trop de contenu choquant. Est-ce que ça va vraiment valoir la peine là, de masquer les éléments du rêve? C'est là-dessus que le film porte. Et pour faire suite, mettons que je vous montre cette bande-annonce-là, est-ce que ça vaut la peine d'être visionné? Moi, je trouve pas tant, mais c'est ça le jeu des réalisateurs. Fait que le court-métrage ouvre sur la photo d'une femme. Ça va être elle, notre rêveuse. Et de façon très intéressante, sa photo est à l'envers. Fait que je trouve que c'est un très bon symbole pour nous dire les rêves, c'est l'envers du décor de la réalité. Sauf que surprise, ensuite, c'est la caméra qui tourne, puis on se rend compte que la photo était à l'endroit, mais que c'est toute la caméra qui est à l'envers. Donc, le message est plus subversif. C'est pas les rêves qui sont l'envers du décor de la réalité. Ça devient le contraire. Donc, c'est la réalité qui est l'envers du décor des rêves. En gros, le censeur, c'est comme un bureaucrate, puis lui, il travaille spécifiquement à censurer les rêves de cette femme-là seulement, et il passe toutes ses journées à essayer de censurer ses rêves. Il est dépeint vraiment comme un bureaucrate là, qui travaille dans un bureau en chemise avec des fichiers. Puis le film commence, il se fait réveiller d'une sieste qu'il faisait sur son bureau, puis il y a une alerte rouge qui lui signale, attention, ta madame est endormie, tu as juste 10 minutes pour lui inventer un rêve à partir de ce qu'elle allait rêver. Donc là, il y a un gicleur automatique qui part, puis ça déverse de l'eau dessus. Finalement, il va passer le reste du film tout mouillé. Et l'eau, c'est un excellent symbole pour évoquer l'immersion dans le monde des rêves, autant que le réveil brutal. D'ailleurs, c'est un cliché. Rappelez-vous les dessins animés ou tous les films où est-ce qu'on voit quelqu'un qui verse une chaudière d'eau sur un autre personnage pour le réveiller. Donc, c'est vraiment un cliché qui a été bien utilisé ici quand même. Et malheureusement, l'eau va tomber sur la photographie de la femme et ça va rendre son visage très flou. Puis là, on revient aux frontières de tantôt dans Paprika. On voit un peu la signature que c'est le même écrivain. Donc, c'est encore pour dire les frontières peuvent être floues entre le rêve et la réalité. Donc, le censeur, il travaille dans un immeuble à bureau avec ses collègues et leur travail, c'est gérer le subconscient des rêveurs, comme je vous disais. Et lui, il a sa cliente, puis à tout prix, il faut qu'il protège sa cliente de son propre esprit. Donc, ils ont des informations sur sa vie à cette cliente-là. Par exemple, elle est obsédée par un rapport qu'elle doit rendre à sa job. Elle aime les couchers de soleil. Et ces informations-là, c'est non négociable vu qu'elles sont arrivées dans sa vie selon la théorie de la continuité qu'on a vue avec Sophie. Ben, elle va devoir rêver à ça un jour ou l'autre. Donc, on l'a vu tantôt, là, l'hypothèse de la continuité, fait que je vais tout de suite sauter à un nouvel élément. Quels sont les éléments desquels on rêve le plus souvent? Est-ce qu'on est comme la rêveuse dans le film, donc à nos tâches au travail, aux animaux, au soleil? Ben, il y a des rapports qui affirment que plus on passe de temps à faire quelque chose, quand on est réveillé, comme conduire, lire, travailler, plus ça va apparaître dans nos rêves. Ça, c'est d'autres membres de l'IASD qui ont trouvé ça, Shredel and Hoffman en 2003. Et les motifs les plus présents dans nos rêves en général, c'est se faire attaquer physiquement, le sexe, l'école, les profs, voler. On en a entendu un rêve de voler tantôt. Arriver en retard, essayer sans arrêt de faire quelque chose sans y arriver, ou une personne qui est vivante qui devient morte, ou une personne au contraire qui est décédée dans la vraie vie qui revient à la vie dans notre rêve. Et je vous dis ça parce que c'est précisément tout ce qui va arriver dans le rêve de notre rêveuse. Fait que nos senseurs qui sont à l'écran sont exactement comme des réalisateurs de films. Ils ont accès à des décorateurs, des costumiers, des accessoiristes, des maquilleurs et des coiffeurs. Et ils peuvent transformer tout ce qui est non négociable avant que ça apparaisse dans le rêve. Il y a une chose qui va devoir vraiment apparaître dans le rêve, c'est une piscine. Et on apprend que ça fait 253 fois que la rêveuse rêve à cette piscine-là.
Donc, et que la piscine aussi, elle est associée à des sentiments négatifs, ce qui est encore une fois conforme à ce qu'on a vu tantôt. Fait que pour virer le mauvais rêve de piscine en rêve positif, le censeur se dit, il n'y a pas de problème, on va la décorer, la piscine, et on va recréer sa chambre d'enfance pleine de bons souvenirs. On va mettre le département des décors, ils vont mettre de la tapisserie, du papier peint au fond de la piscine, ils vont mettre des meubles, ils vont mettre des poupées partout. Là, il n'a pas encore fini de redécorer sa piscine, qu'il y a un autre item qui débarque, une scène érotique. Puis il se rend compte qu'il va être obligé de mettre cette scène-là dans le rêve. Il faut absolument qu'il masque ça pour que ça soit pas choquant. Puis on l'a dit tantôt, puis la science le prouve, il y a quand même une bonne proportion de nos rêves qui sont érotiques. Fait que, il y a un des protagonistes de la scène de sexe qui s'appelle Claude. Je veux pas te mettre la lumière sur toi, Claude, mais la nounou de notre rêveuse, elle s'appelait aussi Claude. Fait que le censeur, il dit, je vais associer les deux noms, je vais mélanger ça. Allez, coiffure et maquillage, on change son apparence. Claude, le monsieur va devenir Claude la nounou. Donc, on cache sa nudité, on met une grosse jupe et voilà. Que la rêveuse commence son rêve, elle est dans sa chambre d'enfant, il y a ses poupées, il y a même sa nounou. Mais il y a quelque chose qui cloche, on dirait qu'elle sait qu'elle n'est pas avec sa vraie nounou, même si ses traits ressemblent beaucoup. Puis ça arrive très souvent dans des rêves, là. On sait souvent qu'on a rêvé à quelqu'un, mais on ne s'est pas fié sur ses traits. On a juste l'impression d'avoir vu l'essence de la personne, puis on le sait que c'était elle, mais ça ne se ressemblait pas nécessairement physiquement. Et je trouvais ça intéressant qu'il y ait ça dans le film. Jeanne, je m'excuse, je me suis trompée, j'ai désactivé ton son au lieu de réactiver le mien. C'était juste pour t'informer qu'il reste 8 minutes pour les questions. Et tu peux terminer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK, Non. merci. est-ce que ça fait longtemps que je suis sur mute? Ah non, 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 je n'ai juste... OK. Donc, je me dépêche. L'important, dans le fond, pour les censeurs, c'est que la rêveuse, elle ait accès à aucune image, aucun souvenir traumatisant. Ils veulent la chouchouter pour qu'elle voit rien de ça, mais ça marche pas. Le rêve devient extrêmement agressif tout d'un coup. Et puis, l'agression, c'est très fréquent aussi dans les rêves, là. Monique, ton rêve de tirer les cheveux, par exemple, ça s'inscrit, ça défoule. Mais bref, là, c'est l'état d'alerte. Puis, finalement, il y a un élément qui ressort dans le rêve que les censeurs abandonnent complètement de masquer. Ça fait des années et des années qu'à chaque fois que cet élément-là arrive, ils font n'importe quoi. Ils déguisent en chou-fleur, ils déguisent en chèvre. C'est que la rêveuse qu'on voit à l'écran, elle a perdu son fils dans la vraie vie, puis les censeurs essayaient qu'elle n'y rêve jamais à son fils pour pas la rendre triste. Et là, boum, les censeurs ont eu une crise existentielle et ils ont laissé passer le fils dans le rêve, tel quel, sans le déguiser, sans le maquiller. La scène finale, elle est très belle. Donc, il y a un coucher de soleil, puis la rêveuse retrouve son fils et au lieu de lui apparaître noyé, il lui apparaît en parfaite santé. Et derrière eux, il y a un coucher de soleil. Donc, on savait qu'elle aimait beaucoup les couchers de soleil, sauf qu'on ne sait pas au réveil comment elle se sent finalement. Est-ce que c'était une bonne chose que ça soit passé sans maquillage ou est-ce qu'elle va être triste, elle va être soulagée? On ne le sait pas, le film arrête là. Par rapport au coucher de soleil aussi, je voulais juste vous apprendre une chose, c'est que la couleur rouge, elle est très, très, très souvent dans les rêves comparée aux autres couleurs. Donc, il y a beaucoup moins de jaune, moins de vert, moins de mauve, moins de rose, mais le rouge est beaucoup là avec le blanc, le noir et parfois le bleu. Et puis, si je peux conclure, dans le fond, les deux films que je vous ai montrés, il y avait des mêmes réflexions sur les conséquences d'implanter, de contrôler ou de supprimer nos rêves. Et d'ailleurs, il y avait des membres de l'IASD, dont l'ancienne présidente Michelle Carr, qui avait proposé en 2021 un premier cadre éthique sur ça pour répondre sur la base de principes aux besoins de plus en plus pressants d'aborder là, les technologies, les masques, les casques, les montres intelligentes, les bagues intelligentes. Et des exemples de principes qu'il y avait dans leur cadre éthique, c'est la bienveillance, le respect de la vie privée, le respect de la propriété intellectuelle. On ne doit jamais voler le rêve de quelqu'un d'autre, on ne doit pas l'interpréter à sa place. Il y a la fiabilité, l'intégrité, on ne doit jamais promettre quelque chose à quelqu'un qu'on n'est pas certain de réaliser
Fait que dans la foulée là, de la richesse des œuvres, moi, ce que j'amenais, c'était des principes d'éthique biomédicale. Parce que si vous cherchez en ligne, il y a de tout. Il y a Freud, il y a Godzilla, il y a... Tous les films ont plein de critiques, plein de personnes qui se sont déjà penchées là-dessus. Puis moi, je voulais vous amener vraiment ma twist. Donc, qu'est-ce qui se passerait dans une vraie compagnie, dans un vrai laboratoire, dans un vrai hôpital? Faire danser ça avec la science-fiction, puis avec la science tout court, parce qu'on apprend plein de choses comme sur les cycles du sommeil, la gravité, les couleurs. Et finalement, ben, je vous encouragerais à vous demander si les technologies qu'on a vues dans les films existaient, est-ce que vous les utiliseriez ou pas? Moi, je sais que je laisserais pas Paprika, j'irais pas chez elle, puis la laisser regarder mes rêves sans surveillance, sans encadrement, mais à vous de réfléchir, puis merci beaucoup. Mhm. Monique, je ne sais pas si c'était une question ou une vieille main. Non, je viens de voir ça, c'est pas moi, là, je l'enlève. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou un commentaire? J'en vois pas dans le chat, je vois pas de main non plus.